Bon lundi, mais quel beau week-end qu'on a eu. Un week-end insane. On va justement parler de ça. On va parler de ça. De quoi d'autre? Les salaires dans les hôtels. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire pour... Je vous parle du prix des sucres. Comment investir à bourse si on ne connaît rien? Je vais vous le dire comment faire. Angry Birds, ça existe toujours. Quelques insolites. Et l'énigme, elle est facile, mais je suis obligé de la faire. Dans l'œil du dragon, je vais vous raconter tantôt une histoire. Il y avait des stations de recharge, hein? Et je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle du juicing. Comment? Juice junkie. Au moins, si j'avais le terme, Caroline, attendez un peu, on va le retrouver, mais je vais vous parler de ça. À la toute fin, c'était intéressant. Le juice jacking, excusez-moi, mais d'abord, il y a une énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Vous comprenez que j'ai pas le temps de faire de montage, hein, avec une vidéo par jour, plus les Facebook, plus tout ce que je fais, ben il n'y a pas de montage. Donc des fois, je me trompe un petit peu comme ça. Écoutez, là, on est le 17 avril. Je vais juste vous donner la date. 17 avril. Émeute. Tiens, arrangez-vous avec ça, puis je vous donne la réponse tantôt. est facile en tabaslac. Un printemps insane. Hey, vous savez, avec le Jean-François Roberge, avec sa pub de Faucon, il a voulu bien faire en nous montrant, puis en essayant de faire changer. Puis depuis ce temps-là, hein, les journaux sont remplis. Là, c'est Chantal Guy dans la presse dimanche qui dit « Ah, c'est un printemps insane, hein? » Ben oui, hein? Et parce qu'il a fait froid. Au point de vue acériculteur, là, comme nous, c'est pas un printemps insane. C'est insane à s'arracher les cheveux de sa tête. C'est une saison médiocre. Ça arrive, c'est pas le fun, mais c'est comme ça. Hein? Donc, le fameux mot insane, sincèrement, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient lourd. Hein? Tu lis les journaux, puis finalement, ils veulent tout le temps montrer, un peu comme à ChatGPT, ils veulent montrer que ils ont testé leur nom, puis ça n'a pas marché. Puis là, hein? Et là, c'est de montrer qu'ils sont capables de glisser un mot anglais. Ben, c'est ça, c'est insane. En parlant de ChatGPT, il y a des choses qui changent. Si on veut mettre un moratoire, pendant ce temps-là, Elon Musk est en train de faire de quoi, là? Mais c'est fantastique. Il y a des agents qu'on peut déployer maintenant. J'ai essayé, mais bon, faut que tu payes encore une autre partie. Mais il y a des choses qui se passent à une vitesse pas effarante, une vitesse, le fun. Mais pour un geek comme moi, un gars d'informatique, un gars qui triple là-dessus, j'ai même la misère à suivre tellement que ça va vite. C'est un peu comme l'avènement des sites web. Il y a toutes sortes de choses qui poussent. C'est très, très, très intéressant. J'aime bien ça. Salaire dans les hôtels. Écoutez, il va falloir trouver une solution. Hein. Il y a un syndicat qui a réussi à obtenir aux salariés aux États-Unis 10 piastres de l'heure de plus. On s'entend-tu que j'ai pas le salaire, mais ils ont dû être exploités un petit peu pour être capable d'avoir 10 piastres de l'heure de plus. Ici, on parle d'une augmentation dans les hôtels aussi de 35%. Mais tu sais, à un moment donné, il y a la capacité de payer des gens. Hein. On peut monter les salaires. Si on monte les chambres en conséquence, puis je suis pas contre, là, mais vous allez voir des Airbnb. Regardez, je suis en train de planifier mes vacances en Italie puis à Paris. À date, je regarde pas les hôtels. Je regarde des Airbnb. Pourquoi? Parce que je veux être plus près de certaines actions. Je veux vivre normalement et non pas dans un hôtel. Donc, à un moment donné, c'est parce qu'il y a un prix que les gens sont prêts à payer. T'sais, on paye dessus 300, 400, 200. Combien qu'on est prêt à payer pour une chambre d'hôtel pour que tout le monde ait des conditions? Bon, on veut ça. Cependant, il va falloir accepter peut-être d'avoir le même prix, mais de ne pas changer nos draps. Il va falloir accepter que quelques services soient coupés. Pas les savons, par contre, parce que je suis en train de vous préparer des beaux savons. Hein? Fait que vous montrez le prix, mais prenez mes savons. Hey! Je sais, il ne faut pas que je monte le ton. J'ai le droit. C'est mon show. C'est fantastique. À New York, il y a une taxe sur les mets préparés. Dès que tu prépares quelque chose, mettons, tu vas aller chercher un bagel avec du Philadelphia dessus, il te le prépare au comptoir, il y a des taxes. Donc, ton bagel, au lieu de coûter 1,90$, il coûte 4,46$. Donc, personne ne l'achète. C'est dans le même style que les hôtels. Il faut toujours faire attention.
faut jamais oublier la capacité de payer des gens. Ça, c'est avec ça qu'il faut partir. Fait que là, ils ont dit, bon, ça n'a pas de sens. Personne ne l'achète à cause des taxes, parce que la ville de New York est venue rajouter des taxes, en pensant que, ils préparent, on va chercher des taxes. Hein? Fait que là, les gens ne l'achetaient pas. Fait que là, ils ont préparé un bagel avec le fromage Philadelphia. Tout dedans. Hein? Fait que là, tu l'achètes, ton bagel, il n'y a pas personne qui y touche. Tu l'achètes, tu pars avec 1,90 $. Donc, la ville, elle se coupe. Tu sais, des fois, là, trop de taxes, trop d'impôts tue les impôts. Ben, c'est en plein ça qui se passe. Hein? Et des fois, je comprends pas les villes. Ça, c'est des histoires de fonctionnaires qui disent « Oh, je sais de l'argent. Ah ouais, attends un peu, on peut le prendre là. » Il y a des gens qui se font préparer, puis on va taxer ça. Ben, vous voyez, ça ne marche pas du tout. Et aujourd'hui, quand même, c'est une chose intéressante. Je voulais trouver ma médaille du marathon de Boston. Quelque part, je vais la retrouver. J'ai fait le marathon de Boston en 1996 et aujourd'hui, le lundi, ce lundi-là, à Boston, aujourd'hui, c'est le marathon de Boston. Quelle expérience unique que j'ai vécue. Je ne pensais pas le participer à ce marathon-là. C'est que moi, j'ai commencé à courir des marathons. Mon frère en courait déjà. Et j'ai commencé à courir pour perdre du poids. Je pesais 200 livres, j'avais une grosse bédaine, puis je me suis dit, faut que je me mette en forme. J'ai commencé à courir, j'ai aimé ça, j'ai perdu du poids, puis j'ai dit, on m'a inscrit au marathon de Montréal. En 1995, j'ai fait 2h58. Puis là, on me dit, hey, tu peux aller faire le marathon de Boston, t'es qualifié. Je me suis inscrit, puis j'ai été faire le fameux centenaire du marathon de Boston. Donc, une pensée à tout le monde qui sont au marathon aujourd'hui, c'est spectaculaire. C'est une expérience unique, c'est le fun de courir un marathon. Bon, j'ai pas la physionomie pour ça, je transpire trop, donc j'ai abandonné de courir après 4 marathons. C'était pas pour moi. 4, mais c'était 4 comme ça. Fait que voilà. Ça va au Québec. J'ai appris ça. Une nouvelle réglementation. C'est pas une nouvelle réglementation. Pour être guide à Montréal, il faut que tu sois reconnu. Hein? Donc, les guides touristiques. Et il y a 3 villes en Amérique du Nord qui forcent ça. New York, Québec, Montréal. C'est donc bien, c'est ce qu'on veut comme train rapide. Fait qu'il y en a des illégaux, il faut aller étudier, il faut aller à l'ITHQ, tout ça. Ça, honnêtement, hein, c'est le genre de règlement, le saviez-vous, vous autres? Moi, non. Ça, c'est le genre de règlement qui, je trouve, qui est limitatif. Hein? Il y a des gens qui se sont fait des règlements, ils ont dit, on va aller étudier. Moi, je pourrais être guide, mettons, parce que je suis passionné, mettons, de Griffintown. Je pourrais, mettons, être guide. Ça ne veut pas dire que les guides qui sont là sont bons. Ça ne veut pas dire que ceux qui le font, qui ne sont pas enregistrés, ne sont pas bons. Ça prend une règle. La règle est là, il faut la respecter. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant du tout que pour être guide touristique à Montréal, donc, il faut que tu sois enregistré. Mais ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? C'est pas parce que tu étudies que... Mais oui, en théorie, oui, mais ça ne veut pas dire que tu es un bon communicateur. Il ne faut pas t'oublier que quand même que tu étudies, si tu n'es pas bon communicateur, ça ne donne rien. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas étudié, mais qui sont passionnés. Donc, je ne comprends pas pourquoi on vient mettre des règles comme ça. Qu'est-ce qu'on cherche à faire à part protéger des petits groupes? C'est-tu des histoires vestiges? Depuis quand que il y a des règles là-dessus? Je ne peux pas croire que quelqu'un est assez imbécile de devenir guide touristique sans rien connaître non plus. Il ne faut pas prendre le monde pour des imbéciles. Tu sais, m'allez me faire 3 piastres, m'a m'inscrit comme guide touristique, puis m'allez dire des niaiseries à tout le monde. Tu sais, à un moment donné, il y en a des gens dans la salle qui suivent le groupe, puis à un moment donné, ils disent moi, Jacques Cartier, je pense pas que c'est en 1792. T'es sûr que c'est pas en 1534? Là, tu t'en vas googler, tu fais comme tabarnak, je me suis trompé de 200 ans. Tu sais, tu vas aller à la cave un peu, là. Donc, c'est ça. Hein? Fait qu'il faut être enregistré. Moi, des fois, là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pensé que ça prend ça. Donc, c'était pour protéger des jobs. Mais à un moment donné, hein, moi, j'assume que quand tu deviens guide de quelque chose, comme Fred Pellerin, mettons, dans son village, là, il était-tu guide enregistré, lui? Hein? Il était-tu mauvais parce qu'il n'a pas suivi un cours à l'ITHQ? Ben voilà. Il y en a des passionnés comme Fred Pellerin aussi. Hein? La semaine passée, on a appris que l'email fermait Valley Junction. C'était évident. On va voir cette semaine. C'est qu'à toutes les semaines, maintenant, on est dans cette mouvance-là. Les entreprises zombies, les entreprises qui ont tiré leur lifeline. Puis Olimel en est un cas. Hein? Il a été venu siphonner des 150 millions au gouvernement pendant la pandémie. Il ne fallait pas fermer. Il y avait une grève pendant ce temps-là, mais on ne pouvait pas rien fermer. Donc, toutes sortes d'entreprises ont dit, regarde, on va siphonner. Puis
Puis on fermera à un moment donné, mais au moins on n'aura pas de l'air sauvage pendant la pandémie. Bien, c'est ça. Le gouvernement a aidé des entreprises zombies. Olimel, la Valley Junction en était une. Et là, bien, ça va se fermer. Ou c'est fermé. On va en voir un paquet. Dans la prochaine année, ça ne veut pas dire que l'économie va mal. Ça veut dire que l'économie se débarrasse de le capitalisme. C'est que vous aimez ou non le capitalisme, mais c'est ça, il y a des bons. Hein? Ça permet d'avoir des nouvelles entreprises. Le vide va être comblé par rien parce que c'est le cycle du porc qui a 18 mois. Et là, on arrive dans un cycle de fin de cycle. Et là, les gens se débarrassent, sortent de l'économie du porc. Ceux qui restent là vont devenir plus forts. Ils vont se moderniser pour le prochain cycle. Et c'est comme ça constamment. C'est juste plate qu'une entreprise, ce qui est choquant de la part de l'Imel, c'est qu'elle le savait qu'elle était pour fermer. Hein? Donc, elle a maintenu ses opérations en vie par hypocrisie et c'est ça qui est énervant. Les entreprises qui ont été zombies, qui auraient dû fermer, qui ont espéré parce que le gouvernement est venu leur donner de l'argent, bien, on va en avoir d'autres, tout simplement. Et c'est tout simplement normal aussi. Regardez, on a entendu aussi le Journal de Québec qui se fait plus imprimer à Québec, qui se fait imprimer à Mirabel. Donc, on va voir de la rationalisation comme ça. Et c'est bien correct. On va faire autre chose. Je ne suis pas inquiet pour les 1000 personnes qui ont perdu leur emploi. Ils vont se retrouver un emploi ailleurs. Est-ce que ça va être aussi payant? Plus payant? Ben, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, voilà. Hein? La semaine passée aussi, on a parlé beaucoup des drag queens. On en a parlé au débatteur à nouveau. Il y a Éric Duhem qui saute sur toutes les occasions. J'ai écouté dans les couloirs le nouveau podcast avec Dominique Vallière, Antonine Yakarinine et mon ami Vincent. Victor, mon ami Vincent. Je me trompe de nom en plus. Super intéressant, je l'écoutais en auto, vraiment, c'est sur Spotify. Intéressant à écouter. Il parlait du financement des partis. Bien entendu, c'est la CAQ qui est la première, Parti québécois deuxième. Ceux qui traînent la patte, Québec solidaire et Parti conservateur. Parti conservateur a seulement ramassé 17 000 $. Donc, Éric Duhem doit faire le fou pour aller chercher de l'argent. Donc, on va voir Éric Duhem avoir de l'air le plus imbécile possible dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines, pour aller chercher du financement, pour ramasser sa base. Mais sa base, puis c'est ça que le trio mentionnait dans les couloirs, c'est que c'est pas une base qui vote. Hein? Donc, il est mal pris. Il a besoin d'argent, il n'y a pas de scène. Puis il va avoir un salaire de 100 000, lui. Là. Fait qu'il faut qu'il fasse ce que sa gang qui vient de lui donner un salaire lui demande. On s'en va à tomber sur la tête. Ben, êtes-vous tombé sur la tête et le titre se porte parfaitement bien avec le sujet que je vais aborder. Le prix du sucre. Hein? Le prix du sucre grimpe en flèche. Regardez, depuis septembre. Nous, on n'utilise pas beaucoup de sucre, à part un peu dans la barbe à papa, parce que la barbe à papa ne peut être faite qu'avec du sucre d'érable, parce que le sucre d'érable n'est pas un sucre, donc il ne peut pas devenir filamenté. Pas avec les équipements actuels. Et de toute façon, vous ne seriez pas prêt à payer 14$ le pot de barbe à papa à un moment donné. Donc, il faut que ça soit cassé, si on veut, avec du sucre normal. Mais on utilise un ratio très bas de sucre. Et c'est pour ça que notre barbe à papa, elle est goûteuse. Donc, le ratio est très bas de sucre raffiné. Mais on en a besoin. Hein? C'est le seul produit qu'on est obligé d'en prendre. Regardez le prix. Hein? Donc, depuis le mois de juillet, le prix était 17,45. Le prix a augmenté en flèche, mais encore plus parce que, on le voit, les pays qui produisent le plus, c'est la Chine, l'Inde et Thaïlande. Il y a eu de la mauvaise température. Donc, le Brésil, nous, on prend notre sucre beaucoup du Brésil, mais bon, c'est des vases communicants. Mais regardez, je suis quand même un peu surpris. En ce qui concerne le sucre consommé au Canada, il provient de différentes sources. Le Canada produit du sucre à partir de la betterave sucrière et du sirop d'érable. Bon, on en fait, j'en vends beaucoup, mais on n'est pas rendu. Cependant, si les prix montent tellement, finalement, le sucre d'érable va devenir de plus en plus compétitif. Mais l'avantage avec le sucre d'érable, ne l'oubliez jamais, l'indice glycémique qui est pas mal plus bas que les autres sucres. Donc, mais la majorité du sucre au Canada est importé. Hein? Les importations de sucre viennent des États-Unis, du Brésil et de l'Union européenne. Est-ce qu'on pourrait être autonome en sucre? Mais quand tu vois toutes les pénuries comme ça et les dépendances qu'on a vis-à-vis des marchés, tu sais, on regarde ici au Canada, on produit quoi?
du maïs puis du soya pour nourrir le bétail. C'est tout le temps notre priorité. C'est là que le gros des subventions s'en va. Mais quand tu regardes les opportunités, qu'on aime ou non le sucre, on en a besoin quand même, là. Mais on le voit qu'on laisse souvent à côté des opportunités. On est toujours comme à la traîne. C'est ça que je trouve plate au Canada, c'est que c'est assez rare qu'on ait les leaders. On est toujours à la traîne. Bon, le pétrole en est un, mais regardez, on vit que du maïs et du soya par les subventions. Coupez pas les subventions, il n'y a personne qui va faire pousser du soya et du maïs ici au Canada. Personne, en tout cas pas au Québec. Donc, mais vous voyez, on pourrait faire plus de betteraves sucrières. Il y avait des tests aussi qui étaient faits pour le sel sur les routes avec la betterave, remplacer le sel par la betterave. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, le sirop d'érable, on le connaît, on le transforme déjà. Pas assez quand même. Hein? Des gens pensent que le sirop d'érable, on n'en a plus après le temps des sucres. Mais c'est faux. Moi, j'en ai tout le temps. Je travaille là-dedans. Je congédie pas personne par manque d'ouvrage dans les autres temps de l'année, mais je fais beaucoup de promotion. Donc, de promotion d'éducation, parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais voyez, hein, donc voilà. Finance. Tu sais, avant la bourse, fallait que tu sois spécialiste. Hein? Mettons, quand j'ai commencé ma carrière en 1990, on dit que ça fait longtemps, tu ne peux pas investir à la bourse sans avoir lu un prospectus. Hein? Tu allais lire la compagnie, tu analysais, quand même tu achetais 100 actions, c'était le processus qu'on t'éduquait de faire. Après ça, il est venu les day trading, il y a eu toutes sortes de vagues. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'investir à la bourse sans rien connaître? Parce qu'on n'investit pas dans des choses qu'on ne connaît pas. Hein? Mais oui, c'est possible. C'est possible par l'entremise des FNB, donc des fonds négociés en bourse. Il y en a une multitude. Mais si vous voulez investir à la bourse, vous diversifiez parce que peut-être vous aimez l'immobilier, peut-être que vous aimez les certificats de dépôt garanti, mais il est possible d'investir à la bourse de façon quand même assez moins risquée. Il faut passer sur le S&P 500 et je vous en parle régulièrement que le S&P 500 regroupe 500... bon, on va le regarder ici. On va l'amener ici. Ah, mais tout d'abord, pendant que je suis là, avant de changer mon graphique, parce que je l'avais choisi, les banques, bon, on a une banque qui a fait faillite, il y en a quelques-unes, il y a Crédit Suisse aussi qui est tombé, mais il y a eu un danger que la plupart des banques pètent. Mais regardez JP Morgan, ce n'est pas le cas. Les grandes banques américaines ont explosé vendredi, monté de 128 à 138. C'est énorme, là, mais regardez, il avait quand même baissé parce que les gens avaient eu peur. Si on regarde sur 3 mois. Donc, ça avait baissé. Les gens disaient, OK, il y a une banque qui tombe, le Silicon Valley Bank, donc toutes les autres banques vont tomber. Puis non, mais ça ne fut pas le cas. Fait que JP Morgan est en train de reprendre. Il y a aussi Wells Fargo qui va bien. Mais je vais vous montrer le S&P 500. Je vous en parle régulièrement. Et pour moi, c'est... on va regarder sur 5 ans. Donc, sur 5 ans, regardez le rendement de 2700 à 4137. On n'a pas le rendement, mais on parle à peu près sur une période de 5 à 10 ans, le S&P 500. On va vous montrer ici BMO. De 10%. Si on regarde le ZSP, qui est un fonds indiciel, donc si j'avais mis le S&P 500 à côté, il y aurait la même courbe. Donc, mais vous voyez, si vous investissez à chaque mois, mettons que vous avez 1000 $ à investir, mettons 1200 pour que ce soit plus facile, à chaque mois, vous mettez 100 $. Idéalement, vous le mettez dans votre CELI, puis vous ne vous cassez pas la tête. Hein? Vous achetez des actions à chaque mois, 100 $, 100 $, 100 $. Ben regardez, donc si vous n'auriez acheté moins, et si vous n'auriez acheté plus, un petit peu plus bas, et c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est possible d'investir à la bourse avec des fonds négociés en bourse comme ça, comme la BMO. Il y en a un paquet d'autres, mais là, je vous présente la BMO parce que je l'ai étudié plus en profondeur dernièrement. L'autre nouvelle financière. Vous souvenez-vous de Angry Birds? Hein? Angry Birds, en 2009, ça fait quand même un bout de temps qu'il y a un des premiers jeux qui a été inventé pour l'iPhone. On a joué. Je pense que je l'ai encore sur mon téléphone. On était complètement accro, un peu comme les Pokémon Go là, comme on a eu dernièrement. Mais ça existe encore. La compagnie s'appelle Rovio. Et là, Sega voudrait l'acheter pour 1 milliard. Ça vaut encore 1 milliard quand même. Il y a eu des films, il y a eu des produits dérivés d'Angry Birds. Il y a toujours l'espoir que ça revienne. Donc, probablement que ça va être acheté pour 1 milliard. En parlant de ça, j'ai écouté le film Tetris sur Apple. J'étais un peu déçu, je vous dirais, par la suite,
pas l'idée derrière, parce que c'est super intéressant. C'est un gars têtu, un entrepreneur qui veut mettre la main là-dessus. C'est un Russe qui a inventé Tetris. Et là, il y a toute la guerre froide. Écoute, c'est fantastique à écouter pour le documentaire, mais c'est pas un film. Le film m'a déçu. Le documentaire, ça, si je le voyais comme un documentaire, j'aurais bien aimé ça, mais c'est à voir. Si vous avez Apple TV, regardez ça, c'est intéressant. Il y a comme un engouement mondial avec les écureuils. Hein? Ici, il y a des mémés écureuils. Vous m'énervez souvent dans mes lives parce que vous êtes fatigants. Mais il y en a dans les érablières, c'est problématique. Je pense que c'est des écureuils gris ici dans les érablières. Au UK, il y a deux types d'écureuils, les rouges et les gris. Les gris ne mangent pas de la même façon que les rouges et il y en a trop. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, ce qu'ils veulent faire en Angleterre, c'est ils veulent pas les tuer. Ils veulent avoir un moyen de contraception. Donc, ils sont en train de faire, OK, parfait, l'écureuil gris mange plus haut. Donc, ils veulent mettre de la bouffe. Ils demandent aux gens dans leur cours de mettre de la bouffe avec des contraceptifs pour les écureuils pour pas qu'ils soient capables de se reproduire. Donc, éventuellement, ils vont disparaître. C'est moins drastique un peu que des euthanasies puis ramasser des écureuils partout. Là. Mais il y en a trop. C'est des rats là, avec une belle queue. Là. C'est comme ça. Là. Comme ça. Hey, le juice jacking. Avez-vous déjà mis votre téléphone en charge dans une boîte de recharge quelque part? Mais ce n'est pas conseillé de le faire, mais pas du tout, parce que c'est le juice jacking. Il y a des hackers qui sont capables maintenant, quand tu le plugues, mais tu es connecté, hein? Donc, ils sont capables d'aller rentrer dans votre téléphone et ramasser les données. Et dans l'œil du dragon, ben, ils n'ont pas rapport là-dedans. Là. J'avais fait une offre avec Alexandre pour investir dans Charge Station. Donc, je ne sais même plus s'ils sont là-dedans, les deux gars. Je pense pas. Et il y avait un engouement au tout début, là, en 2013, pour ça. Ou 2014. Donc, il y avait c'était en 2014. Donc, il y avait un engouement pour ça. Maintenant, bon, c'est plus ça. Il y en a des stations de recharge, mais il y a des hackers maintenant qui écoutent tes pluggés, ils ramassent tes données. Donc, faites attention avec le juice jacking qu'on appelle. Touche le visage. Hey, dans le temps de la COVID, on faisait attention à ça, de ne pas se toucher et de faire attention à tout. Mais mine de rien, quand même qu'on s'en rend pas compte, on touche notre visage 50 fois par jour. Moi, je suis tout le temps comme ça. Moi, je dois être à peu près à 300, 400 fois par jour. C'est pour ça que je me lave. L'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, le 17 avril 1955, qu'est-ce qui s'est passé à Montréal? L'émeute de Maurice Richard. Il avait été suspendu par Clarence Campbell. Clarence Campbell, effronté comme... effronté, décide d'aller écouter un match du Canadien au Forum. Maurice Richard ne peut pas gagner le championnat des compteurs. Je pense que c'est Boum Boum Geoffrion qui va le gagner à sa place. Le bordel est pogné et il y a une émeute. C'était le 17 avril 1955, quand même. Hein? Je peux dire ceci. Bon lundi tout le monde, merci d'être là et venez nous voir sur françoislambert.one. On est ouvert à la ferme à tous les jours, bien entendu. Vous venez voir, regarder les installations, voir de l'eau partout. Hein? Allez, bonne journée. Bye.